Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur le plateau du grand débat du web avec un hashtag que vous pouvez suivre tout au long de cette émission et qui vous permet évidemment de discuter, d'échanger sur les thèmes qui seront abordés. Le grand débat du web est propulsé par Digital Business News chaque semaine, chaque vendredi avec 4 personnes en face de moi, à ma droite et à ma gauche, 3 invités et une 4e qui n'est autre que Jennifer Zedman, cachée dans l'équipe grise aujourd'hui. C'est ça. Bonjour Jennifer, la team grise. Salut Bertrand. 3 invités, 3 thèmes dont nous allons discuter. On va parler des adblockers, vous savez, c'est le système qu'on met pour empêcher la pub intrusive sur les sites, qui est de plus en plus utilisé. Plus de 200 millions de personnes l'utilisent dans le monde. On parlera également de big data. Vous allez voir, on va essayer de vous expliquer un petit peu 2-3 choses sur ce qui se passe dans les entreprises. Tout le monde sache ce que c'est d'ailleurs. Bon, on le dira tout à l'heure. Le big data, les entreprises, le vol des données, un vrai problème en ce moment. Et puis on parlera de Facebook. C'est dingue. C'est dingue, on en a déjà parlé dans la dernière émission. Les invités de cette 4e émission. Clotilde Provost, commence par les femmes. Salut Clotilde. Salut. Alors Clotilde, passée par Renault et Alstom, est maintenant à la tête de La Méthode. Vous aidez les femmes entrepreneurs à accoucher de leur projet. Exactement. Je fais de la maïeutique 2.0 et donc j'aide les femmes et les hommes maintenant. J'ai un peu ouvert la méthode à accoucher de leur business model en un temps record, très rapide, pour éviter de perdre du temps sur ce sujet-là. Et sans forceps. En amont, et sans forceps, exactement. Et alors à côté de vous Clotilde, il y a Damien Dohany. Salut Damien. Bonjour Jennifer. Alors Damien qui a créé Fada Social Agency, une agence qui accompagne les marques et les entreprises dans les mutations numériques. Voilà. Et Damien, il fait tout, il fait plein de trucs. En tout cas, c'est ce qu'il dit sur LinkedIn. Voilà, je fais pas mal de choses, je chronique, la preuve, j'anime des conférences, j'interviens en expert et voilà, je suis passé par Orange, par certaines startups, etc., etc. Donc plutôt pas mal de choses. Et donc mon compagnon de la team grise, Fabrice Belboin. Bonjour. Salut Fabrice, très joli pull. Fabrice donc, qui est entrepreneur, spécialiste des médias sociaux, qui a fondé donc Sowarga. On l'a dit, on a fait un sujet sur DBN, un sujet très sympa. Sowarga, donc un simulateur de réseaux sociaux, le flight simulator des réseaux sociaux. Exactement. Et donc votre cheval de bataille, c'est la protection des citoyens, Fabrice. Alors, ça a été très longtemps mon cheval de bataille, il faut être honnête, on a perdu cette bataille. Donc là, je suis en transition vers d'autres futures batailles. Non, il y a un moment, il faut s'y reconnaître quand on perd une bataille, c'est perdu. Ça n'est pas la guerre pour autant, c'est Et la bataille. prof à en tout cas, pour Sciences Po aussi, Fabrice. Et prof à Sciences Po également. 3 sujets aujourd'hui et on va Exactement. commencer à parler de publicité. Évidemment, c'est un sujet qui nous intéresse tous, la pub. Exactement. Alors, on passe tous notre temps à surfer sur le net. Il faut dire c'est clairement insupportable. Ces pubs qui apparaissent de partout, c'est l'horreur. Hein. Et donc, les internautes y réagissent. Regardez à ça. J'imagine que vous avez des adblockers sur votre ordinateur. Oui, absolument. Oui, j'ai ça, effectivement. Ouais. De temps en temps, en fait, ça peut être dérangeant s'il y a des choses qui apparaissent et qu'on a justement demandé à ce qu'elles apparaissent. Mais en règle générale, c'est quand même pratique de ne pas avoir toutes ces pubs qui sortent comme ça. Tout à fait, ouais. J'ai un système, ouais. Parce que j'en peux plus des pubs, en fait. Juste, c'est plus possible, quoi. Oui, il existe un logiciel qui s'appelle, je sais plus, Pop-up Block ou un truc comme ça, qui permet de bloquer toutes ces publicités. Non, mais mon ordinateur bug à cause de ça, donc il faudrait peut-être que j'en achète un. Il va en acheter un. C'est gratuit, a priori. A priori. En tout cas, il y a 200 millions d'internautes qui ont installé un adblocker dans le monde. Donc, c'est quand même énorme. Plus que ça, même aujourd'hui, parce que c'est un chiffre qui a quelques semaines en plus. Donc, ça va très vite. Alors, est-ce que les publicités, elles ne sont pas déjà allées trop loin, Fabrice, là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je crois que c'est au-delà de la publicité, c'est ce couple infernal entre les médias qui ont fait leur mutation vers Internet et la publicité qui allait beaucoup trop loin. À tous les niveaux, hein. C'est pas juste une question de pollution publicitaire, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. La façon dont c'est la partie visible quand même. C'est la partie visible émergée, mais si on monde, regarde sous le niveau de flottaison, on a eu un impact majeur sur la façon d'écrire des contenus qui a été dicté par la publicité, ce qu'on appelle couramment les articles putaclic. Ça touche la totalité des articles qui sont aujourd'hui écrits dans le seul but de faire cliquer, ce qui est à des années-lumière de la mission initiale du journalisme. C'est-à-dire le SEO à tout va dans le... Le SEO à tout va, et puis surtout l'article qui n'a pas d'autre justification que de générer de la visite. On est vraiment aux antipodes du journalisme. Et malheureusement, la quasi-totalité de la presse française est tombée là-dedans. Parce que là, quand on va sur de grands sites de presse, comme Le Monde, Libé ou autres, on a parfois des expériences qui sont assez terrifiantes quand on veut lire un article. Quoi. On arrive parfois à avoir du mal à lire l'article. Le placardage publicitaire dans tous les sens, ou l'inanité des contenus qu'on trouve dans ce qui était auparavant, quand moi j'étais adolescent, un très grand quotidien, Le Monde.
Aujourd'hui, c'est la même chose que 20 minutes. Donc l'adblocker, c'est juste une réponse rationnelle pour vous des internautes? Ah, complètement. Ça traduit l'incapacité des gens qui ont fait cet accompagnement numérique de la presse à regarder Internet comme un écosystème. La presse et autres, puisque tous les sites sont aujourd'hui intéressés par la publicité. Oui, mais enfin quand même, la presse a tout misé sur le rouge. Hein. Et très concrètement, c'est une incapacité de concevoir Internet comme un écosystème. Et c'est vrai que par rapport à l'ancien système où, grosso modo, on créait des contenus et on les diffusait via les NMPP, on n'est plus du tout dans la même logique. On est dans une logique d'écosystème. Un écosystème, quand on impacte un écosystème, il réagit. C'est la nature d'un écosystème. Est-ce que vous adbloquez, vous, Clotilde? Non, pas encore, mais je ne vais pas tarder. Oui, moi, nous a non, c'est dit, ça. Non, mais c'est vrai, c'est tellement insupportable. Donc la pub a tué la pub a tué son propre modèle, c'est-à-dire qu'elle s'est cannibalisée elle-même, comme la presse. Voilà, c'est tout ça, c'est de la presse, les médias, tout ça. Et donc au bout d'un moment, ils ont créé un monstre qui est plus tenable. On est au pied du mur et je crois que et ils ont perdu, je crois, ils vont perdre 20 milliards d'euros, l'industrie. 15% de revenus publicitaires ça, en moins, donc c'est ce qu'on dit du côté au de la niveau monde, France. on parle de 20 milliards de pertes pour l'industrie de la pub. C'est fini. 25% voilà. des impressions publicitaires sont bloquées par les adblocks aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment, c'est à force d'avoir pris les gens pour du cerveau de temps disponible, comme on disait, bah voilà, bah c'est fini. Damien, sur la même ligne? Moi, je cite Scott Cunningham, vice-président de l'IAB. J'aime bien, je cite, qui dit « Attention, nous devons revenir à notre responsabilité initiale, procurer une expérience sûre et agréable qui, pour quiconque, veut consommer du contenu sur Internet. » Donc ça, c'est la phrase bullshit. Et puis la phrase... Consommer, c'est le mot clé. Non, mais là, je vous ai fait la phrase bullshit. Puis après, un peu plus bas, là, il y a un éclair de lucidité. Notre volonté de gratter quelques centimes nous a sans doute coûté plusieurs dollars en matière de fidélité du consommateur. Toujours consommateur. L'IAB qui définit les formats publicitaires au niveau international, qui dit on s'est planté, clairement. Hein, alors, clairement, ils le disent. Maintenant, ils ont dit en gros, on avait une vache à lait. Donc, comme on nous a appris, on y va à fond jusqu'à ce qu'elle crève. Le truc, c'est que derrière, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et là où il y a un gros problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, ça leur échappe complètement. Concrètement, vous téléchargez le dernier système d'exploitation d'iPhone, enfin d'Apple, l'adblocker est intégré. Donc, de toutes les manières, c'est fait. Voilà, c'est mort. Pourquoi? Parce que d'un point de vue industriel, mais ce qui est une très belle idée, parce que quelque part, ça permet de dire, nous, l'expérience mobile fait qu'on se rend compte que c'est pas tenable d'avoir de la pub, donc nous, on considère que c'est notre responsabilité de virer. Si je puis me permettre, mais c'est passer aussi par notre système, s'il vous plaît. d'un point de vue industriel, Apple qui shoot une balle dans le pied de Google, qui lui repose essentiellement sur la pub. Donc c'est aussi une bataille industrielle. Et aussi une manière de faire passer. Si vous passez par notre réseau de pub, là, par contre, il n'y aura pas de problème. Alors il y a des réactions. C'est juste pour montrer la réorganisation, on va dire, des jeux. Il y a des réactions à ça. YouTube a trouvé un système pour empêcher les adblockers, en tout cas, est en train de travailler là-dessus. Le Bild en Allemagne, le journal allemand, bloque tout accès au contenu gratuit pour ceux qui ont un adblocker installé. C'est la course à l'échalote. Et bien on ira plus sur Bild. On n'y allait pas, c'est ça. J'utilise un petit gadget qui est disponible sur Mozilla et qui permet en fait, plutôt que de bloquer les pubs, ne pas les afficher, mais cliquer sur tout, histoire de générer du clic complètement inutile, mais ça fait des revenus pour finalement. Et ça, le Bild ne me bloque pas. Donc la course à l'échalote entre des hackers et on sait très bien comment ça se termine, c'est les hackers qui vont gagner. C'est totalement stupide comme course à l'échalote. Je crois qu'il y a le patron de Blockspirit qui lui-même fait dans la crypto pour tout ça. C'est vraiment la course aux gendarmes et aux voleurs. Il y a tellement de voleurs que c'est pas les 3 gendarmes qui vont faire quoi que ce soit. D'autant que le modèle des gens qui font des adblocks ou des adblockers, c'est quand même de racketter un peu tout le monde. Non, pas toutes. Non, et certains sont dans le racket, d'autres sont juste 30% dans 30% des recettes qui sont demandées pour arrêter tout simplement, et beaucoup de sites français qui sont en train de discuter avec ces gens-là aujourd'hui, qui se tirent une balle dans le pied. Oui, attends. Là, tu parles d'un adblocker. Il y a une quantité faramineuse d'adblockers qui vont de l'arnaque pure et simple, qui consiste à racketter les annonceurs, à des trucs qui sont faits strictement dans l'optique de faire péter le système et sans aucun espoir de profit. Et cela... C'est très difficile de lutter contre ça. Lutter contre des gens qui sont dans un modèle parasitaire, il y a des moyens légaux, mais lutter contre des gens qui sont dans un modèle juste pour faire péter le système, autant lutter contre le Bitcoin, hein, c'est la même intention. Bon, et maintenant une page de publicité. Ben non, adblock. On peut aussi ça marche pas. passer au deuxième J'ai pas pu la sujet. passer, hein. Elle a été vraiment bloquée instantanément. Non, mais après, je trouve que après, il y a le cynisme absolu, c'est que l'industrie de la pub commence à targeter les gens qui mettent adblock. C'est-à-dire que ça devient le segment de cible qu'il faut comprendre absolument. Absolument. Puis les mecs, ils en veulent plus, mais en plus, on va vous targeter à mort. Là, tu fais, ouais, laissez-moi vivre, juste. Ouais. Là, ça deviendra fort quand les adblockers mettront leur propre publicité à la place de celle qu'ils ont trouvée derrière. Certains adblockers. Ça a commencé. Il y a vraiment toute une variété d'adblockers. Hein, et il y en a qui sont absolument pas faits dans l'optique de racketter des intermédiaires.
et qui parfois substituent des pubs avec des pubs pour des ONG. Enfin, il y a tout un délire créatif dans les adblockers. On est loin d'avoir vu la fin des adblockers. Jennifer, tu as un adblocker sur ton navigateur Même ou pas. Même pas. Mais pourtant, ça me saoule, comme tout le monde. Mais d'ailleurs, les gens qu'on a rencontrés dans la rue étaient un peu comme moi. Ça nous saoule, mais on n'en a pas. C'est assez étrange, c'est assez paradoxal. Mais... Une pensée quand même par contre pour des blogs plus indépendants ou des petits sites webzines qui essayent de vivre et qui n'ont pas d'autres moyens aujourd'hui que ce principe publicitaire. Certains en souffrent et c'est un peu dommage. Certains essaient de trouver des nouveaux systèmes. Pour autant, est-ce qu'ils ont des gens qui ont envie de payer pour avoir des versions premium ou des choses comme ça? Non plus. Alors donc il y a un vrai problème de ce point de vue-là aussi. Il y a vraiment un trou dans la raquette actuellement sur le modèle pour ceux qui font de la qualité. C'est pas toujours évident. Ils payent pour ceux qui n'en font pas et qui mettent des tonnes de pubs eux aussi. On est allé dans la rue plusieurs fois. Exactement. Et notamment. On va enchaîner sur un sujet assez récurrent dans cette émission, Facebook. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Alors qu'en pensent les gens justement de Facebook? Si je vous dis que Facebook est gentil ou méchant, ça vous inspire quoi? Oui, alors il y a cette polémique avec Mark Zuckerberg qui récupérerait toutes nos données. On ne sait pas ce qu'ils en feraient, s'ils les distribueraient à des agences de pub. Voilà. C'est l'utilisateur qui le rend méchant ou gentil, mais à la base, c'est une bonne idée. Ouais. Moi, après tout, je suis consentant. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'on puisse avoir accès un peu à ce qu'on veut, n'importe quand, avec n'importe qui, n'importe où dans le monde en fait. C'est bien. Méchant, je dirais. Pourquoi méchant? Parce qu'ils conservent toutes nos données, nos historiques, nos photos. C'est vrai que tout est sauvegardé, donc dès qu'on publie un truc, apparemment même en le supprimant, on ne peut pas le supprimer réellement, il peut toujours ressortir. Donc, Je dirais qu'il est plutôt méchant, mais pourtant je l'utilise. Mais pourquoi? Non, mais je pense qu'il faudrait que les gens fassent un peu attention à ce qu'ils mettent dessus, surtout les jeunes générations. Il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils font, les jeunes générations, on n'arrête pas de le dire quand même, nous les vieux. Enfin, je parle de moi là. Évidemment, surtout de moi. Mais... Bon, alors aujourd'hui, Facebook, il fait tout. C'est un réseau social, c'est une place de marché, c'est une sorte de Google News, c'est même une sorte d'Instagram. Alors, c'est plus qu'une sorte d'Instagram, puisqu'ils l'ont carrément engobé. C'est Instagram. On l'utilise en perso, on l'utilise en pro. De plus en plus en pro. Exactement. Nous, avec Bertrand, on s'envoie on s'envoie même plus de mails, on se parle directement sur le chat de Facebook, comme tout le monde. Est-ce que c'est pas, en fait, Facebook, le nouveau Google, Damien? Le nouveau méchant, en clair. Le nouveau méchant. Je sais pas si méchant ou gentil. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est la privatisation de l'Internet qui est derrière ça. On peut parler de Google, de ce qu'on veut, etc. Mais on peut reconnaître une petite chose à Google, c'est qu'on va dire... quelque part, on est sur le web. Donc, autrement dit, il y a un cloisonnement moindre. Facebook, c'est un centre commercial. Donc, en gros, il y a des murs et il fait sa loi chez lui. Et si vous ne voulez pas vous y plier, vous sortez. Donc, par exemple, vous allez bloquer, on laissera des sites de Daesh en ligne. Et puis, à côté de ça, je parle sous ton contrôle, Fabrice. Et puis, à côté de ça, on verra effectivement l'origine du monde. Donc, ça me gêne. Mais pour autant, on y retourne. C'est ça, la grande question. Alors, est-ce que nous sommes tous des camés? C'est un peu la question que je me pose. Ou tous des consentants, comme disait le jeune homme. Des consentants. Est-ce qu'ils sont méchants ou gentils? Je pense qu'à partir du moment où on laisse un blanc-seing à quelqu'un, il n'est pas forcément gentil ou méchant. Il dit écoutez, je vous donne ce que vous voulez, après tout. Clotilde? Vas-y, commence. Elle se tâte encore, méchant, gentil. Méchant, gentil. Moi, je suis pas un fan de ce genre de classification. Tout est plus dans la nuance. Facebook, ça va à l'encontre de l'intention initiale d'Internet que décrivait bien Damien. À la base, Internet, c'est un système massivement décentralisé. Et Facebook le recentralise complètement. Donc, ça crée des points de faille à tous les niveaux, que ce soit d'un point de vue technique, même si Facebook... d'un point de vue technique, est quasiment inébranlable, mais surtout d'un point de vue source d'alimentation d'informations. On est dans l'inverse de la grande bibliothèque d'accès au savoir de toute l'humanité qui était fantasmée au départ et dont Wikipédia est le parfait symbole. On est dans un univers complètement clos et dans lequel on délègue à une entité qui, un, est étrangère, deux, est très liée à des... on va dire des industries de surveillance, la NSA pour ne pas la citer, qui, 3, a très clairement montré qu'elle avait des intentions politiques. Le fameux petit drapeau que tout le monde a mis pour exprimer sa solidarité, c'est une initiative de Facebook. Et donc, on est très clairement dans une opération politique qui n'est pas forcément idiote, mais qui consistait à ce que autre chose que le Front National puisse récupérer le drapeau, qui a très bien marché. Donc, on a la preuve absolue que Facebook peut avoir un impact politique très lourd dans un pays. On a
eu la preuve que Facebook était capable de tripoter ses algorithmes de façon à augmenter le niveau de satisfaction de ses utilisateurs, de contenu positif déposé par les utilisateurs. Donc on a une machine qui peut avoir un véritable impact. La question social. qui se pose, Fabrice, aujourd'hui, c'est qu'on a des enfants qui disent « je ne vais pas sur Internet », ils disent « je vais sur Google ». Je pense que Google, c'est Internet. Est-ce que demain, des enfants diront « je vais sur Facebook » en pensant aller sur Internet? Est-ce que la volonté hégémonique, finalement, de Facebook, dont on voit bien qu'aujourd'hui, il commence à cerner tous les aspects de la vie professionnelle et privée, est dangereuse ou pas? C'était un peu ça la question. Je pense Au-delà qu'on va des données continuer. qui sont de toute façon prises à droite et à gauche sur toutes les plateformes. Oui, de toute qui sont façon, récupérées. Google, Facebook, Voilà. tout le monde prend des données. Et bien sûr, les services de renseignement. On s'est éveillé à Internet, en Europe et en France tout particulièrement, à l'ère Google. C'est-à-dire, grosso modo, après les années 2000. Ce qui était avant, c'était de la préhistoire. Il y a des gens comme Damien et moi qui étions, mais grosso modo, c'est la préhistoire. À partir des années 2000, la France s'est éveillée à Internet, et à l'époque, Internet, c'est synonyme de Google. D'où cette métaphore reprise en cœur par tous les politiques d'accès à une grande bibliothèque, machin. Ce qu'ils décrivent, en fait, c'est leur petite compréhension d'Internet, c'est-à-dire le web, alors qu'Internet est beaucoup plus vaste, et la capacité d'accéder à des contenus, c'est-à-dire Google. Si vous vous déplacez de quelques centaines de kilomètres, vous allez par exemple en Afrique du Nord, eux se sont éveillés à Internet quelques années plus tard avec Facebook. Et du coup, l'usage professionnel que vous deux vous découvrez récemment de Facebook, vous allez en Tunisie, n'importe quel avocat utilise Facebook à des fins professionnelles depuis 2007-2008. Donc On est ringard, en fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui. Complètement. L'adaptation de la société occidentale au paradigme de Facebook, c'est-à-dire l'information, ça s'obtient en ayant une intermédiation humaine, plutôt que ça s'obtient en tapant un mot-clé dans un moteur de recherche. Ça résonne très très bien avec le modèle préexistant d'accès à l'information qu'on trouve en Afrique du Nord et dans toutes les dictatures où la presse est censurée. On arrive en France à peu près au même système, en plus riche, mais grosso modo à une censure de plus en plus massive de la presse, à une surveillance de plus en plus massive des citoyens, et on va rentrer dans ce paradigme qui est que, très concrètement, si vous voulez avoir accès à l'information, la vraie, ce qui se passe vraiment dans le monde, vous êtes obligé d'avoir une intermédiation humaine. Vous ne pouvez pas vous débrouiller tout seul. Et Facebook devient un peu Facebook indispensable. devient totalement prédominant. Et comme Facebook est contrôlé par des entités qui cherchent elles-mêmes à avoir un contrôle social, c'est un jeu extrêmement dangereux. Il va falloir faire fort pour avoir une contradiction là-dessus, Clotilde. J'ai pas de contradiction, mais en fait, moi, j'ai l'impression que derrière tout ça, il y a Facebook qui cherche à monétiser quelque chose. Voilà, il faut qu'il y ait un moment qui soit rentable. Donc, à un moment, il y a une recherche de monétisation, donc il cherche un modèle qui, à un moment, va être bankable. Donc, il va explorer, et à un moment, est-ce qu'il va y arriver? Parce qu'on est dans la logique du partage. Pour moi, Facebook, c'est un modèle de partage. Il y a déjà des Oui, d'accord, mais quand même, mais bon. Pas de quoi justifier leur cours de bourse. Hein. Voilà. On est d'accord. D'accord, donc à un moment, il va falloir qu'ils se retrouvent face à... Oui, mais gentil ou méchant, je pense que pour aller plus loin, enfin pour aller Sans entamer le débat sur le business mais model de non, Facebook, parce que là, on est parti pour 3 heures. c'est que je pense qu'il y a la vision politique. Quand Mark Zuckerberg dit voilà, j'ai eu un bébé, regardez, il est magnifique, je vais faire une belle fondation, une pseudo-fondation, qui est une société anonyme, qui œuvrera pour le bien-être de la planète, la santé, etc., ce qui n'est absolument pas écrit dans les statuts, et qui recevra 99% de mes parts, fabuleux, c'est une magnifique manière de faire de l'évasion fiscale, eh bien, à partir de là, il y a un truc qui se passe derrière, qui est, je pense, quelque part, il y a une volonté, voulu, pas voulu, cynique, pas cynique, réelle ou autre, de cette dimension de dire je veux étendre Internet au monde, Internet, Facebook, au monde, parce que je pense que ça apporte quelque chose au peuple, qui se connecte, qui parle mieux, etc. Donc c'est une manière quelque part de me développer. Bien sûr, il y a du business derrière, mais il y a ce mélange un peu de charity, de volonté de vouloir quelque part faire un peu le bien et à la fois quand même faire du business, qui est typiquement américain d'ailleurs, sans vouloir tomber dans une caricature, mais qui est typique de certains entrepreneurs américains. Et je pense qu'il est quelque part un peu sincère. Il y a une vision de lui-même qui est assez messianique quand même, Et donc cette Zuckerberg. vision-là, est-ce qu'on peut dire que c'est bien ou pas bien? Je pense qu'effectivement, le débat, il est autre que gentil ou méchant. Il est, est-ce qu'il y a une volonté quelque part à quel moment ils vont perdre leur âme? Parce qu'au départ, c'est je partage. Alors vraiment, autant Google a certainement eu une âme et l'a perdue en cours de route, autant Facebook, sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait jamais eu la moindre âme. Moi, je suis assez d'accord avec Fabrice. Non pas que ça soit des enfoirés, mais juste, ça n'a jamais été. C'était pas une question. Google, très clairement au départ, ils se sont posé cette question. Et ils l'ont gravé dans leur baseline et qu'ils ont d'ailleurs récemment foutu la poubelle. Mais pendant très longtemps, il y avait une âme dans Google. Facebook, il n'y a jamais eu le moindre motto, la moindre déclaration qui permette de allez, passons vers une âme, une vraie Jennifer, le troisième sujet, parce que là... On va terminer. Bon, un peu de discipline. On va terminer par l'un des termes les plus à la mode en ce moment, c'est le big data. Alors, je ne suis pas certaine que tout le monde sache vraiment ce que c'est. Écoutez. Est-ce que vous savez ce que c'est que le big data? Pas du tout. Big data, c'est... Alors moi je vois des serveurs, ouais, c'est tout. Des serveurs avec plein de données. Non, j'en sais rien. Malheureusement, non, je connais pas ce terme. Je l'ai beaucoup entendu, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. J'imagine que c'est quelque chose pour les entreprises, mais
Le big data, c'est toutes les informations qui peuvent être collectées sur Internet, qui existent en fait. Voilà. Pas du tout. Alors, je suis peut-être pas à la page, mais je sais pas du tout ce que c'est, non. Qu'est-ce que c'est le big data? Big data, c'est ce qu'on appelait avant le data mining. C'est les grosses quantités de données qui sont traitées avec des algorithmes spécifiques. La vérité sort parfois de la bouche des plus anciens que des enfants. C'était surprenant. Non, ils ont le temps d'aller sur Wikipédia. Moi, mon papa, il connaît plus de choses. Alors, ils ont raison. Ils Alors, ont raison. les données, c'est vraiment le nouveau pétrole des entreprises. J'en perds mon stylo. Elles se jettent toutes dans le big data et pour traiter ces données, elles font toutes évidemment appel à des entreprises, donc des prestataires externes. les DMP, les data management Et donc platforms. toutes ces données, elles Ouais. se promènent en fait un peu partout et on ne sait pas vraiment ce qu'elles en font, Clotilde, de ces données. Et oui, est-ce qu'on peut les perdre? Est-ce qu'on peut Ouais. se les faire voler? Il y a des chiffres assez effrayants sur ce sujet. Non, mais la perte de la donnée, alors moi je parle pour l'industrie, alors je viens de là, des grandes entreprises. L'espionnage et le vol des données, ça fait partie du jeu depuis la nuit des temps. Donc, de plus en c'est plus, pas hein. nouveau. Avant de voler des plans de ton train, maintenant on vole tes données. Donc, je pense qu'ils l'ont intégré. Le problème, c'est pas de se faire voler ces données. Le problème, c'est de savoir la traiter. Donc, c'est celui qui aura le pouvoir, c'est celui qui saura la faire parler. Donc, le but, c'est d'avoir le plus vite possible la compétence d'analyse des données. Donc c'est En ça qu'il faut. interne. En interne, oui, en interne vaut mieux quand même, mais c'est-à-dire que c'est le critique, il est là, il n'est pas sur la donnée, on s'en fout, il n'a pas de valeur, c'est La comme question qui se l'info. pose, c'est que les entreprises aujourd'hui n'ayant pas les compétences, les data analystes étant pas si nombreux que ça et pas facile à recruter, on va chercher des data analystes dans des entreprises externes, donc on transfère des données à des entreprises externes, et c'est dans ce transfert que de temps en temps on tombe sur des gens qui n'ont pas tout à fait l'âme dont on parlait tout à l'heure, la conscience, n'est-ce pas Fabrice? Ah ben, on a un vrai problème avec le safe harbor qui est en train d'être complètement redéfini. Ces entreprises étant essentiellement américaines, ne nous cachons pas, on est dans l'illégalité la plus totale. De même que les SI de la plupart des grandes entreprises françaises sont aujourd'hui dans l'illégalité la plus totale parce que beaucoup des clouds qu'ont construit les grandes entreprises françaises sont construits sur des briques américaines. Et donc là, on est vraiment dans un flou. Alors soit l'Europe va se ressaisir et abandonner ce safe harbor et finalement dire que bon, tout ça n'est pas grave. C'est quoi le safe harbor en deux mots? Le safe harbor, ça consiste à déterminer une zone dans laquelle on peut faire transiter des données personnelles de façon sécure. Un tribunal européen, la plus grande instance juridique européenne, a décidé que les États-Unis n'en faisaient plus partie parce que, après ce qu'a révélé Edward Snowden, évidemment, c'était un peu ridicule. Le problème, c'est qu'entre-temps, on a construit tous nos SI sur la base de systèmes américains. Donc tous ces SI violent fondamentalement le safe harbor, ce qui fait que soit on va les reconstruire avec des offres européennes qui n'existent pas, soit on va jouer au con avec ce que fait Microsoft il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'ils déplacent des data centers et disent non, tout va bien, on est dans le safe harbor, on vous promet que les data centers n'ont pas de réplication sur un CDN, c'est-à-dire qu'on va réinventer le concept du CDN, et en tout cas Comment le ça, faire on pas rentrer dans les problèmes trop techniques non plus? arnaquer les députés et les Ah, ça, je comprends, législateurs sur des problématiques techniques qu'elles ne comprennent pas et leur faire croire que c'est pas des vessies, c'est des lanternes, où on va miraculeusement faire sortir du chapeau des offres cloud européennes, souveraines, on va dire, qui, pour l'instant, n'ont jamais émergé. Justement, à propos de méthodes cloud européennes, ou pas d'ailleurs, mais enfin, il y a eu une étude qui a été faite au mois d'octobre sur 15 600 DSI, les directeurs des services informatiques. 44% d'entre eux disent que leur entreprise a été victime d'un vol assez récemment de données. Vous dites que ça existait avant. Lourdement sous-estimé. Il y a toute la partie de ceux qui n'en savent rien du tout et qui sont assez nombreux, qui ne savent pas du tout si on leur a piqué des données. Et en tout cas, 55% d'entre eux, des sociétés interrogées, n'ont pas confiance dans les méthodes de gestion des données des tiers ou des sous-traitants, y compris dans le cloud. Donc c'est assez clair, ils se rendent bien compte qu'il y a une sorte de petit problème de trou dans la raquette, pour reprendre une expression que j'aime bien, monsieur. Oui, c'est vrai Boigny. que j'aime bien l'approche, j'aime bien. c'est Tennis, sympa. tennis. Je pense que comme Clotilde le disait, il y a un point qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment cette donnée est structurée. Et très souvent d'ailleurs, elle est tellement silotée dans les entreprises, elle est tellement pas construite, elle est tellement pas agrégée parce qu'ils n'avaient pas conçu comme ça le modèle initial, qu'il y a des fuites. Mais il y a des fuites de quoi? Peut-être que des fois c'est pas exploitable, j'en sais rien. Non, mais je pense que ça fume partout, mais après, celui, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Pardon, Fabrice? C'est exploitable. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a des logiciels qui permettent d'exploiter des données totalement disparates, Palantir pour ne pas le nommer, que ces logiciels sont, pour ainsi dire, avec la NSA à leur comité d'entreprise et à leur actionnariat, et qu'on n'a pas, nous, Européens, ce type de technologie. Donc on est de toute façon dans une impasse. On va soit rester sur le bord de la route de l'innovation, ce qui est un peu ce qui se profile pour l'Europe, en restant au XXe siècle, alors que les Américains passent au XXIe, et pas que les Américains, les Chinois sont bien partis aussi, soit être obligé de s'avouer vaincu dans cette grande bataille de l'innovation,
et être finalement des vassaux d'un empire américain qui va nous embarquer avec lui. Reste à voir ce qu'il va faire de l'Europe, qui est quand même, ce qui s'annonce quand même comme un terrain d'expérimentation assez similaire à ce qu'ils ont fait avec l'Amérique du Sud. On termine cette émission par un petit thermomètre, rapidement, chacun. Donc on sait que le pétrole des données est en train de se faire un petit peu pomper, voire même dériver pour les entreprises, alors que c'est le secteur de croissance. Le danger, sur une échelle de 10, il est de combien pour vous aujourd'hui? Sur une échelle de 10, pour les entreprises Pour les entreprises françaises qui utilisent ce système-là? On est à 9, 10. J'aurais cru que vous alliez dire 11. Connaissant. Clotilde? Non, je suis d'accord avec la note, c'est-à-dire, mais ça a toujours fui. Et je vous dis, c'est plutôt comment est-ce que je pense qu'il va falloir à un moment aussi que les entreprises s'organisent entre elles autour de logiques, par exemple sur la Smart City. Et le Smart City, c'est un conglomérat d'acteurs là autour de ça, donc il faut que ce soit ces conglomérats d'acteurs qui traitent la donnée et qui intègrent la donnée ils sont en train de le faire. Mais la Smart City, c'est un bon exemple. Il y a IBM qui est au centre de tout ce qui est Smart City. On est toujours dans on a raté le col. Il faut être honnête, hein, on est dans la même situation en Europe que l'était la Russie à l'entrée du XXe siècle. La Russie n'a pas pris le pas de la révolution industrielle. Elle ne l'a pas pris et du coup elle s'est retrouvée dans une situation qu'on connaît tous, c'est-à-dire confrontation violente avec des populations qui ont fini par faire la révolution, et elle est sortie du reste du bloc européen. On entend le message, demandons au camarade Douani sa note, et on termine avec ça. Non, comme Fabrice, je pense qu'on est, on va dire, neuf. C'est effectivement, il y a ce problème-là, mais est-ce qu'il y a des solutions? J'en doute, c'est ça le problème. Non, il n'y a pas de solution. Il n'y a malheureusement pas de solution. C'est sur cette note que se termine cette 4e émission. Merci Clotilde, merci Damien, merci Fabrice, et merci 10 sur 10 Jennifer Hazelman pour avoir co-animé cette émission. On se retrouve dans une semaine avec d'autres invités et d'autres thèmes. Vous pouvez pendant ce temps-là partager cette vidéo qui se retrouve un petit peu partout et vous pouvez commenter, publier, échanger et même racoler d'autres nouveaux. Ah carrément. Ah bah oui, on est là. d'autres nouveaux sur le hashtag. Merci à tous, à plus.